Apéro spécial Knicks Pacers. Game 5. Yeah. La nuit dernière, Tout à fait. au Madison Square Garden, les Knicks, dos au mur, Aucun problème. lourd. Aucun problème. Victoire de New York. On est là pour faire un apéro, évidemment, débrief suite à ce Game 5. On est là avant ce week-end de grosse activité, puisqu'on aura un Game 6 monumental. Du coup, j'imagine que ça va être dimanche. Bah. Normalement, puisque Thunder Wolves, ça devait être un potentiel samedi. Ah non, pardon, ce Non, sera ça va samedi être soir. dans la nuit de Ouais, samedi à soir. dimanche. Tout à fait. Je m'emballe, samedi soir, incroyable, puisqu'on aura du foot et ensuite du basket. Voilà, c'est ça, exactement. Avec un très gros programme à venir, on espère que vous, ça va évidemment. Certains font le pont, d'autres sont à fond derrière les matchs à 3h du matin. Hier soir, on était au MSG. Alex, on avait fait une vidéo après la victoire au Game 4 des Pacers, 3-1. Il y avait plein d'enseignements, on avait plein de choses qu'on souhaitait voir. On va en parler en long et en large. Ensuite, on fera une petite vidéo aussi sur nos amis les Wolves. Bah, faut débriefer tout ça quand même. Hein, Ils sont fait sortir bien sèchement là. C'est ça. Au match 5, pour le coup, bon après ils étaient à l'extérieur, c'était des circonstances différentes des Knicks, puis ils jouent un adversaire, on reparlera de leur adversaire quand on fera la preview des finales notamment. C'est ça. Mais ouais, les Wolves, faut débriefer leur saison. Il y a des choses à dire en préparation de leur été. Exactement, on aura plein de choses à dire. Avant ça, je rappelle évidemment, si vous voulez parler des Wolves ou du Thunder ou des Pacers ou des Knicks, on verra dans quelques jours, mais je rappelle qu'en premier commentaire de cette vidéo, vous pouvez foncer sur la billetterie de l'apéro collector qui aura lieu ce mardi, dans quelques jours. On sera à l'Arlequin, Alex, pour une grosse soirée, apéro enregistré en public, puis grosse afterwork entre passionnés, on va se régaler. Ouais, entrée à partir de 18h, on se pose, on boit un coup, on discute, 19h, 20h. Émission en public, enregistrée, donc qui sera diffusée ensuite sur la chaîne YouTube. Yes, sir. Si vous êtes jamais venu, donc c'est un apéro, on est là avec Bastien, on discute, mais on fait participer évidemment le public qui est là. Ça nous permet d'avoir des avis ciselés, Bien ça sûr. nous permet d'avoir plus d'experts que d'habitude, et donc un niveau d'analyse fine Très très élevé. qui est exacerbé, quoi. Qui est all-time, tout à fait. Donc, puis c'est rigolo. Puis après, on se pose, on discute, on pourra refaire les finales de conf. On pourra refaire, si besoin, la finale de la Ligue des Champions. Ouh oui. On pourra parler de tous les sujets tranquilles. Que va-t-il se passer avec Yanis? Les dirty players, Yanis, l'arbitrage, tout ça. Tout ça, exactement. Donc, foncez dans le premier commentaire. C'est un apéro, c'est un grand moment qu'on a hâte de passer avec vous. Et justement, on va parler maintenant de ce Game 5. Alex, on avait fait donc la vidéo du Game 4, sortie un petit peu du Game 4. On avait vu les Pacers mener 3-1. On disait que la série allait retourner à Indiana. Oui, c'est le cas. On y est, expertise. Et pour rentrer un petit peu dans le match, c'est quoi les premiers éléments dont tu as envie de parler? Parce que c'est une victoire des Knicks, donc 111-94, et qui a été menée, on peut le dire, du début à la fin par New York quand même. Ouais, et beaucoup de choses très positives à noter pour les Knicks dans cette victoire. Beaucoup de choses qui peuvent leur donner de l'espoir pour aller chercher et un match 7 arraché à l'extérieur et ramener la série encore au Madison Square Garden pour un match 7 qui serait assez fou. Premier truc que j'ai beaucoup aimé, parce que bien évidemment on va parler des perfs offensives de Brunson surtout et de Karl Anthony Towns aussi, mais défensivement, l'entame de match des Knicks, elle fait plaisir. Ça switch tout, ça fait des efforts, ça met de l'intensité, ça laisse pas trop d'espace au gars qui a la balle en main côté Pacers, que ce soit Liberton évidemment, mais ou Nembhard ou Siakam, on va dire, qui sont les trois porteurs principaux du 5 majeur des Pacers. Ça, j'ai bien aimé. Ça a tout switché, ça a fait des efforts. Karl Anthony Towns a fait des efforts alors qu'on l'a critiqué. Même Brunson, j'ai trouvé que même si parfois il se fait cibler, trop ciblé parce que c'est lui le plus faible, il fait les efforts. Après, les Bridges, les Anunoby, les Robinson, les Hart et compagnie, quand ils rentrent, évidemment, font les efforts également. Mike Bride également. Mais vraiment, entame défensivement, d'un point de vue et tactique et intensité, très bonne de la part des Knicks. Ce qui permet, du coup, de tout de suite creuser un écart parce que Brunson prend un petit coup de chaud, le petit coup de chaud de Brunson en début de match. Sauf que dans les matchs d'avant, il n'y aurait peut-être pas eu d'écart. Là, même si les Pacers vont revenir en fin de premier quart, là, il y a un écart tout de suite parce qu'il y a des stops. Complètement. Il y a des stops et de l'autre côté, il y a Brunson avec sa papate gauche, quand on voit des pull-ups à 3 points, qui drive, quand on voit Robinson dans les nuages et tout. Ah ouais, non, il a mis une belle table. Mais ça, c'était le premier quart, mais j'ai beaucoup aimé cette entame et je trouve que c'est
Honnêtement, je réfléchis. Il y en a peut-être d'autres, les fans des Knicks, vous allez me dire, mais clairement, c'est un des meilleurs matchs défensifs des Knicks dans ces playoffs. Oui, bah oui. Clairement. Face à une très bonne attaque. Après, contre les Celtics, faut voir, mais j'ai pas souvenir que ça ait aussi bien mis les efforts. Bah, c'était surtout face à une attaque différente. C'est qu'en fait, Boston aussi, tu as l'impression que même si Et tu les défendais Pistons, bien. j'ai pas envie de comparer l'attaque des Pistons Non. avec l'attaque des Pacers. Oui, et puis tu étais dépendant aussi de la réussite des Celtics vraiment à 3 points. Ouais. Il y avait quelque chose d'assez aléatoire. J'ai adoré aussi l'entame défensive des Knicks. Sur les détails, tu l'as dit, il y a eu plus d'investissement, notamment de la part de Kat et de Brunson. Encore plus dans les détails, Haliburton avait fait un match extraordinaire au Game 4. L'objectif était clair, ne pas lui laisser d'espace de création. Et donc, notamment sur les pick and roll, Oui. on est monté très très haut. Kat n'a jamais été aussi Tout le haut. monde a switché et a mis les efforts pour empêcher le ball handler d'avoir trop d'espace. Et Tout ça, à fait. c'est bien. Et techniquement, allez voir la façon dont les intérieurs, notamment des Knicks et les joueurs qui switchent, poussent au maximum Haliburton à reculer derrière les écrans, alors que sur le match précédent, dès qu'il passait l'épaule, en fait, après, tu avais déjà le décalage qui a été fait. Hein. On s'était foutu de la gueule de Kat, de Brunson et compagnie. Donc, sur pick and roll, tu montes un petit peu plus haut. Du coup, ça empêche Haliburton de pouvoir avoir cette aisance-là. Donc, du coup, ça fout la pression sur les Pacers, qui ont essayé parfois de créer un petit peu au finish. Beaucoup d'agressivité physique. L'équipe la plus intimidante physiquement, c'était New York hier soir. Moi, j'ai trouvé que ce soit en défense et en attaque. Défensivement, ça veut dire que lorsqu'il y a l'espoir d'avoir des paniers faciles, il faut faire des grosses fautes. Mitchell Robinson se retrouve avec Bénédicte Mathurin, tu vas pas monter, mon gars. Ouais. Lorsqu'il y a Josh Hart qui se retrouve avec des gars comme par exemple Siakam aussi, je suis désolé. Pour Arne Smith, pareil. Pour Haliburton, pareil. J'ai trouvé que New York poussait davantage des joueurs beaucoup plus imprévisibles à prendre des shoots. Obi Toppin, il a pris des décisions offensives. Il a été moi, je m'attendais pas. obligé. Il était obligé. J'ai bien aimé aussi les remplaçants, Shamet, Dylan Wright, qui sont les mecs qui ont très peu été utilisés depuis quoi ? Depuis que Thibodeau, là, il y a quelques matchs, Ouais, il a ouvert la rotation, a ouvert la rotation. Et du coup, il ouvre la rotation, mais les gars répondent présents. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, Dylan Wright, on attaque, on sait qu'il est limité. Par contre, quand il rentre, même s'il met pas ses tirs, bah, en fait, quelque part, il a un impact positif. Bien sûr. Landry Shamet, il est capable de mettre des tirs. Et je trouve qu'en défense, bah, je le pensais pas capable de ce genre de choses. C'est bien donné. Hein, hein. c'est bien Il y donné. avait Mike limite des Bride. champs, Chamet, hein, dans Mike le- Bride, défensivement, je suis pas toujours un gros fan. Par contre, c'est vrai qu'il apporte un danger offensif supérieur aux autres. Ouais, Je suis pas un énorme fan défensivement. Il est un peu meilleur que Brunson, mais je le trouve pas non plus. Non, il n'est pas étincelant. Mais Non. ce sont les meilleurs line-up. Mais il est bon, hein, attention. Hein, Ouais. non, c'est bien. Precious Achiuwa, un petit peu, vraiment des mini-séquences. Mais Conséquence. voilà, donc ça c'est vraiment bien. C'est un excellent match des Knicks. J'ai bien aimé la façon dont ils ont. Bien aidé aussi par des Pacers qui se sont fait déborder par le Oui. niveau d'intensité et qui n'ont jamais su répondre. Parfois, tu te demandes même s'ils avaient envie de répondre. Non, bah tout à fait, on va y venir sur les Pacers. Sur New York, j'avoue que là, ce dont tu parles, il y a un autre truc dont on avait parlé dans la vidéo précédente qui s'est notamment un peu vérifié. On parlait ensemble des répartitions de minutes avec différents line-up. C'est-à-dire que tu dois avoir entre 30 et 40 minutes minimum pour Brunson et pour Kat. Mais on a eu vraiment des séquences longues de Karl Anthony Towns avec les chiens de la Avec casse. McBride, Donc, avec McBride, Shamet, tout à fait, avec tout à Josh Hart. fait. Comme ça permet à Brunson de se Brunson reposer. Et lorsque Brunson revient, on a eu des minutes vraiment Brunson avec Mitchell Robinson, avec Josh Hart, avec certains gars. Donc, je ne trouve pas qu'il y a eu des trop longues séquences de 4 avec Brunson, évidemment au début du match et au début de la seconde mi-temps, mais je trouve qu'ils ont encore plus appuyé là-dessus, New York, ce qui fait que tu évites d'avoir des minutes où tu tentes les Pacers de t'attaquer sur tes points faibles, malgré les efforts qui ont eu lieu. Et du coup, Indiana, de l'autre côté, n'a pas du tout été agressif, soit sur Brunson, suffisamment agressif, soit sur Brunson, soit sur Katz. Il a suffi qu'il monte un petit peu plus haut sur les pick and roll et qu'ensuite on en a certains gars d'improviser pour qu'il n'y ait pas les solutions. Ils ont coupé les passes en faisant ça. Je Le trouvais jeu ça collectif, la très bonne circulation de balles habituelle d'Indiana n'a pas pu se mettre en place sur Ah ce ouais. match. Et effectivement, quand tu les pousses dans un peu plus d'ISO, bah là, pour le coup, ils ont moins les joueurs. Haliburton peut faire de l'ISO, Siakam aussi. Mais déjà, c'est plus des joueurs de collectif, c'est plus des joueurs d'opportunité. C'est moins des joueurs genre Karl Anthony Towns, à plusieurs reprises, a juste fait la différence parce que pump fake, Miles Turner se jette un peu, ce qui est normal. Karl Anthony Towns, c'est un putain de Ou shooter. Siakam, hein. Ou Siakam se jette un peu, tu vois, l'un des deux qui est sur lui, ou Obi Toppin, qui tu veux.
tu te jettes un peu, tu avances un peu, tu veux pas laisser Karl Anthony Towns shooter sans conteste. Hein. Il pose un dribble ou deux, il va au cercle. Et Brunson, en ISO ou semi-ISO, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Ah, bien sûr. Donc, les Knicks ont plus d'armes à ce petit jeu-là. Et donc là, autant le match d'avant, tu sais, on avait dit que c'était un Pacers game où les Knicks avaient essayé de jouer up-tempo face aux Pacers et tout. Là, ils ont bien cassé le rythme en coupant les ball handlers du reste de l'équipe au maximum, en essayant de casser le jeu de passe des Pacers. Et de l'autre côté, tu te retrouves sur du jeu un peu plus lent, un peu plus demi-terrain, avec un petit peu plus d'ISO. Et comme par hasard, bim, évidemment, c'est victoire. exactement ce dont on parlait dans la dernière vidéo, 130 points marqués par Quand on a eu Tom Indiana. Thibodeau au téléphone juste derrière la vidéo, on lui a expliqué tout ça clairement, précisément, puis coachs il regardent a l'apéro. appliqué, puis voilà quoi. Tu avais 120 à 130 points marqués par Indiana, c'est impossible de les tenir dans ce genre de rencontre. On avait dit que la première victoire, elle était avec 100 points seulement pour Indiana, avec des belles séquences défensives de certains line-up. Là, ils en mettent 94. Et tu as l'impression qu'ils auraient pu finir avec 85 points, hein, parce que vraiment, il aura fallu que Mathurin il envoie un petit peu du bucket avec Siakam. Mais grosse agressivité, j'ai trouvé des Knicks à l'arceau. Pas de dépendance par rapport au shoot à 3 points. C'est pas un match où les Knicks sont d'une efficacité royale à 3 points. Ils sont à 8 sur 29 de loin. Non, non. Par contre, ils ont vraiment été, je trouve, agressifs vers le panier. Josh Hart, Mitchell Robinson, Karl Anthony Towns, même certains mid-range évidemment de Mikal Bridges, même OG Anunoby qui a pump-faké 15 fois pour créer des rebonds offensifs. C'est un match sur lequel l'équipe la plus dure était New York. Et pourtant, OG, il shoot mal dans ce match. Tout à fait. Mais le simple fait de se rapprocher de l'arceau peut te créer des opportunités. Et j'ai trouvé qu'ils étaient plus pertinents dans leur choix, les Knicks, sur la durée, en fait, sur 48 minutes. Il n'y a pas eu beaucoup de moments où j'ai senti qu'Indiana pouvait caler un run. Tu sais, tu as toujours ce moment où les Knicks peuvent laisser l'adversaire revenir à 4, 6 points, mais jamais là sur ce match, comme tu disais là en intro, c'est peut-être un des meilleurs matchs des Knicks parce que jamais moi j'ai eu le sentiment que Indiana pouvait réellement revenir. Pour une bonne et simple raison, t'en parlais juste avant, c'est que les rotations de Thibodeau un peu élargies ont payé. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu de temps faible de cette équipe parce qu'il n'y a pas eu genre Towns et ou Brunson avec un coup de pompe et les pattes trop lourdes, parce qu'ils ont pu se reposer pendant de vraies séquences. Oui. Et pendant qu'ils se reposaient, il y a eu à minima de la grosse défense bien intensive proposée par les Dylan Wright, McBride, Shamet. C'est surtout eux. Hein. Voilà. C'est vraiment eux le line-up parce que Precious c'est 6 minutes. J'en oublie un là. Josh Hart qui sort du banc. Bien sûr. C'est le 6e titulaire. Oui. Josh Hart il joue 35 minutes par match, c'est pour ça que je. Évidemment. Mais ça aussi c'est pas si mal parce que finalement c'est Mitchell Robinson qui a le moins de temps de jeu des titulaires, ce qui est assez logique. Oui, bien sûr. Mitchell Robinson, voilà, il démarre les matchs, il joue 20 minutes. Sur ces match-ups-là, c'est pas mal, puisque après Indiana a tendance à jouer avec un seul big une bonne partie du match. Non, franchement, vrai match tactique des Knicks, vrai match défensif, avec en plus un Brunson bien en feu au tir. Compliqué de battre les Knicks comme ça. Alors, surtout compliqué quand de l'autre côté, à part Siakam qui a essayé de surnager un peu, Mathurin rapidement. Mathurin, qui a fait t'as raison, qui a fait un très bel apport depuis le banc. Non, mais c'est un match atroce. Les autres, c'est chaud. Hein. C'est un match atroce des Pacers, faut le dire. Bon, dans l'ordre, on a tapé fort, et il n'y a pas de deux poids deux mesures, on a tapé fort sur Anthony Edwards pour notamment son approche en termes de agressivité de choix de tir, et on a vu ce que donne Indiana lorsque Tyrese Haliburton va essayer de provoquer des séquences à l'arceau. Voilà, il passe complètement à côté de son match. À côté de son match, mais donc mais vraiment, c'est une catastrophe son match. C'est le moins bon match de play-off qu'il ait fait cette année, hein, je crois pas. Je crois pas qu'il ait fait moins bien. Il n'a pas eu l'impact nécessaire. Moi, ce que j'ai vu notamment, c'est que contre les Bucks, on l'avait vu notamment finir la série à l'arceau. On l'avait loué là-dessus parce que c'était là-dessus qu'il fallait aller chercher des paniers faciles, quitte à avoir des rebonds offensifs. On l'a vu aussi face aux Cavs faire ce genre de choses. On vient de le voir faire un match extraordinaire all-time là sur le Game 4. Il n'y a que 7 tirs tentés, ressentis, il en a tenté 2 sur le match, honnêtement. Hein. C'est-à-dire que niveau d'agressivité, encore une fois, moi j'ai été marqué parce que dès qu'il y avait des intérieurs sur des switches qui lui disaient « Non, mon gars, il va falloir que tu nous comptes. » Il lâche la balle. Il lâche la balle et puis c'est terminé. Ça m'a saoulé, moi. Si c'est ça la clé, il y en aura 7. Ou même des extérieurs plus petits que lui. Tu vois, genre d'où Haliburton ne peut pas attaquer sur McBride ou sur Shamet. Faut pas exagérer quand même. Il peut. Je ne dis pas qu'il va réussir à chaque fois, mais je pense qu'il peut. Et ouais, non, en termes de choix, il n'a pas été bon. En termes d'agressivité, clairement, il n'y était pas. Et du coup, ça pèse énormément parce que ça déséquilibre tout le jeu des Pacers. Ça oblige Nembhard
ou Nesmith, ou Mathurin, il s'en est pas trop mal sorti. Mais ça les oblige à prendre beaucoup plus de décisions que d'habitude. Moi, j'ai pas du tout aimé. Un peu moins leur rôle. J'ai pas du tout aimé. Il y avait, je pense, au Bamo, à Indiana, sur les 2 matchs, il y avait eu peut-être 25 séquences où tu voyais Tyrese Haliburton sentir qu'il y avait 4 derrière l'écran sur lui et qu'il allait pouvoir l'emmener à l'arceau. C'est arrivé, je pense, qu'une fois sur ce match. Une seule fois. Bravo aux Knicks, hein, mais aussi à Haliburton qui a eu trop peur dès qu'il y a eu du contact physique, parce que New York a joué physique. Il n'a pas du tout été agressif. Donc la tête du serpent qui n'est pas agressif, tout le monde derrière se dit quel est mon rôle. Donc du coup, Nembhard, qui fait pas du tout une bonne série offensive, défensivement ça va, mais offensivement, il s'y retrouve pas. Il a dû tenter des choses qui ne sont pas dans son registre. Aaron Nesmith n'y est pas. Miles Turner n'y est pas. Siakam a testé des choses. Le seul, c'est Siakam, qui n'a pas eu de la vraie réussite au tir, mais il a essayé d'aller chercher les lancers, il a distribué des bons ballons, il s'est battu. Siakam fait un match honnête. Et l'apport de Mathurin en sortie de banc. Et l'apport de Mathurin, mais sur les... Qui va chercher beaucoup de lancers, lui, non ? Ouais, bien sûr, il en prend 9. Voilà. Mais c'est bien. Tout à fait. Sur les 3 derniers matchs, ce qui semblait être pour moi un des gros avantages, et on en avait parlé sur la série, c'est la profondeur des Pacers. Sur les 3 derniers matchs, bon, il y a le Game 4 évidemment où ils ont été bons, hein. Notamment Mathurin, je crois qu'il met 20 points en 12 minutes, c'est un des plus gros totaux de l'histoire sur un aussi petit temps de jeu en playoff. Mais sinon, c'est le banc des Knicks. Hein. Le banc des Knicks, on en a parlé au Game 3. C'est fou. Ça a été très bon, ça a permis aux Knicks de gagner. Sur le Game 5, là, c'est le banc des Knicks. Moi, j'ai pas l'apport de certains auxquels je pouvais m'attendre. C'est-à-dire que Obi Toppin, il y a eu des choix qui ont été vraiment désastreux. Jarras Walker, bon, c'était pas mal sur certaines séquences, mais... Jarras Walker, il a mis un gros 3 dans le corner à un moment, là, quand il rentre. Mais après, c'est pas sur ces mecs-là qu'on va commencer à tomber. Non, bien sûr. On va plus tomber sur... Bon, McConnell, c'est pas le pire dans ce match, mais on va plus tomber sur, clairement, Haliburton. Miles Turner, quand ça va mal, comme ça, il a le droit de prendre plus ses responsabilités. Et évidemment, les 2 role-players principaux du 5 majeur qui, on le voit bien, sont plafonnés en termes de possibilités techniques pour l'instant en attaque. C'est-à-dire que quand New York défend bien, et ça, il faut que les Pacers fassent très attention, parce que s'ils sont un peu malins, les Knicks, ils recommencent dès le début du match 6. Tu recommences. T'es là, tu dis à Towns, à Robinson, à tout le monde, en fait, tu dis, quand il y a un switch sur Brunson, eh ben, on y va. On est un peu en limite trappe, un peu là. Ils ont fait de la fausse trappe. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle, là, des... Mince, ça a un nom en anglais, je m'en rappelle plus, je l'ai plus, là, il me vient pas. Mais on y va, on monte haut, parce que si Haliburton continue à lâcher le ballon à chaque fois qu'on fait ça, c'est que du bonheur pour nous. Et c'est vrai. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, bah oui, quand tu joues les Pacers, tu préfères que ce soit Aaron Nesmith qui prenne une décision plutôt qu'Haliburton. C'est ça. C'est tout. C'est normal. Y a pas, je veux dire, là, j'invente rien, c'est assez logique. Sauf que les Knicks, jusqu'à maintenant, n'y étaient pas trop parvenus. Ouais, et là ça y est. Il y a une vraie clé. Je me demande ce que ça va donner sur le match 6. Très intéressant, là, du coup, hein, parce que là, les Knicks arrivent avec des nouvelles armes. Hein. Sur le Game 6, on va à Indiana. Ça va être une ambiance de fou malade. Bon, alors là, c'est très simple. Hein. Soit Indiana fait le travail à la maison, comme ils l'ont fait depuis le début des playoffs, et on va gentiment en finale NBA pour rejoindre le Thunder. Thunder qui est bien content aussi que la série se prolonge. Hein, oui. Parce que c'est bien relou. Oui, ils sont bien contents tout court, le Thunder. Quand ils voient ce genre de match, là, ils sont très parce que ce que les Knicks font aux Pacers hier, le Thunder peut le faire x20. T'es d'accord ? Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est... Bon, le Thunder, de toute façon, on en reparlera, c'est une autre histoire. Mais là, en gros, soit t'es Indiana, t'es à la maison et tu prends ton billet pour les finales NBA. Le sentiment, comme tu le disais, c'est qu'il n'y a pas eu le fighting spirit que Indiana pouvait faire, où ils ont montré des comebacks tout au long de la saison, là, qu'ils n'avaient pas trop envie de tenter, j'ai l'impression, là, sur le Game 5, où New York avait le lead et ils ont toujours maintenu le 10-20 points. Est-ce que New York peut forcer un Game 7 ? Ils ont trouvé des clés, là, comme tu le dis. Quand tu abordes le Game 6, là, du coup, à Indiana, t'es Rick Carlisle, c'est quoi les premières choses que tu vas dire qu'on avait pu mentionner, justement, en sortie de Game 3 et qui se sont appliquées au Game 4 ? Alors, Rick Carlisle est un coach intelligent. Là, en cours de match, il a tenté tout de suite des choses intéressantes, c'est-à-dire entrée de Ben Mathurin, entrée de Obi Toppin. Il a modifié ses rotations parce que ça allait pas. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui permet de recoller en fin de premier quart. Donc ça, c'est vraiment malin de sa part. Ouais. Maintenant, il a bien vu aussi, s'il a beau être malin et modifier ses rotations, cette stratégie défensive des Knicks associée à un Brunson ultra chaud. Hein. Parce que si t'es pas un Brunson ultra chaud, les Pacers peuvent rester plus longtemps dans le match. Mais donc,
Partons du principe que Brunson peut être chaud comme ça au match 6. Hein. Franchement, Indiana, Brunson, il peut être chaud. Et que les Knicks te refassent une stratégie défensive un peu similaire, avec beaucoup de switch, du switch all quasiment, et du très haut, quoi. On laisse pas trop d'espace. Dans ce cas-là, je pense que les Pacers n'ont pas le choix. Ils doivent accélérer leur mouvement de balle. C'est-à-dire que si Haliburton doit la lâcher, la balle, elle doit courir plus vite. C'est-à-dire que Nembhard et Aaron Nesmith doivent être prêts derrière la passe d'Haliburton, soit à shooter parce qu'ils sont un peu ouverts, soit à relâcher la balle tout de suite à un autre gars. En gros, la balle doit bouger plus vite. Mais ça, pour moi, c'est que le deuxième point. Le premier point, c'est qu'Haliburton doit être prêt à ces espèces de mini-trappes et il doit couper, casser la trappe, il doit passer entre les deux joueurs avec son dribble, il peut. Soit il doit profiter du fait que le mec qui monte, c'est un big, pour le dépasser sur le côté, ce qu'on appelle le côté faible, et il aura soit un kick-out facile, soit il a le chemin du cercle qui est ouvert. Ouais. Donc là, c'est aussi à Rick Carlisle de discuter avec Haliburton, de lui faire de la vidéo et de lui dire « Regarde, il est là ton chemin. » Ou « Regarde, là au milieu, il y a le chemin. » Enfin, tu vois, ou là, il y a la passe, mais il doit y avoir un travail sur ce qui vient de se passer là. Ils en sont capables, ils l'ont déjà montré. Hein. Ouais, et c'est attention. Hein. Parce que c'est un travail vidéo qui est fait, évidemment, souvent on singularise. C'est sûr que Turner peut se placer mieux. Il faut demander aux intérieurs aussi d'Indiana, moi je le suggère, et je pense qu'on va le voir sur le Game 6, d'avoir des écrans qui sont placés bien plus haut, parce que du coup, quand tu as ce qu'on appelle vraiment Tyrese Haliburton downhill, c'est-à-dire en rapidité de jeu, balle en main, derrière un premier écran, au lieu d'avoir l'écran qui est posé sur demi-terrain très très bas, je trouve, et donc malheureusement ça a forcé Haliburton à devoir forcer son jeu sur des passes, je trouve qu'il faut être encore plus haut, permettre à Tyrese de baisser l'épaule et de se retrouver dans une situation où il y a soit Mitchell Robinson, soit Kat qu'il faut faire jouer. Et à ce moment-là, comme tu le dis très bien, il y a des gars qui vont se retrouver seuls. On l'a dit, on l'a répété, l'équipe la plus rapide, avec la meilleure pace, avec le jeu le plus efficace en transition ou semi-transition ou dans le mouvement de balle, c'est Indiana. Là, tu le dis très bien, même sur le Game 5, là, Rick Carlisle, il prend un temps mort rapide dans ce Game 5. Oui. Parce qu'il a hurlé à ses gars, faites-moi bouger ce putain de cul. Voilà, il a raison. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir individuellement. Et la séquence qui suit derrière, c'est drive d'Haliburton, ligne de fond, kick-out, je crois c'était pour Nembhard qui la ressort pour Shepard, et Shepard était à 3 points. Et à panier, mais exactement. Mais c'est toute la stratégie aussi des Knicks, c'est-à-dire qu'en essayant de couper Haliburton du ballon comme ça, en le prenant très haut, ou les ball handlers en général des Pacers, ce qu'ils veulent, c'est empêcher le jeu des Pacers de se mettre en place avec une passe, 2 passes, 3 passes, et tu commences un peu à être pris intérieur, extérieur, tu vois ça. Là, ils veulent un peu les obliger à rentrer dans le rythme que eux ils veulent les Knicks. C'est-à-dire que on en avait parlé d'ailleurs. Genre, il y a eu pas mal de possessions où grâce à ça, les Pacers ont commencé à attaquer avec 14 secondes seulement, 10 secondes déjà de cramer sur l'horloge. Tu vois ? Et ça arrange à fond les Knicks. À fond. Donc les Knicks, à l'extérieur, doivent eux aussi se mettre en tête de repartir là-dessus. Tout à fait. Moi, dernier point que j'ai pour les Pacers, évidemment, je vais aussi parler aux garçons du banc, là, ceux à qui j'ai envie de dire, ça vous dit là d'être au même équilibre que Delon Wright, Landry Shamet et Miles McBride, les frères ? Je comprends, hein, mais là, pour le moment, le banc, sur les 3 derniers matchs, il y en a 2 qui sont pris par le banc des Knicks, c'est pas normal. Sur l'impact, on commence à rentrer, c'est la première fois que je voyais depuis le début des playoffs, des vraies séquences où je discutais avec les fans des Pacers, où c'était... Non, attends. Moi, je c'est surtout les titulaires. Attends. D'accord, je finis ma phrase. Ouais, vas-y. C'est la première fois depuis le début des playoffs que j'ai vu vraiment sur les 3 derniers matchs des séquences où on disait attention, les minutes de repos de Tyrese Haliburton commencent à être trop longues. C'est l'ensemble des remplaçants qui sont en train de se faire bouffer. Les minutes où il n'y a pas Tyrese ne sont pas bonnes sur les matchs 3 et 5. Et donc, ça passe évidemment par les titulaires, il faut qu'ils fassent un bon boulot, mais je trouve que ça ne devrait pas être un sujet. Les minutes où Tyrese Haliburton se repose devraient être des minutes sur lesquelles ils ne se font pas bouffer par le line-up 4 et les autres gars en face. C'est juste ça que je veux dire. C'est que c'est la réalité du terrain sur les matchs 3 et 5. Elles ne sont pas bonnes, les minutes sans Tyrese Haliburton. Alors lui doit faire le boulot. Les minutes avec Tyrese Haliburton, elles sont horribles. Hein. Sur ce match-là. Mais sur le précédent, ça va. C'est juste que... Là, je trouve que McConnell, McConnell... Je te dire que sur le 3 et le 5, mais vraiment moi, sur le 5, ça m'a pas choqué. Hein. Je comprends parce que, évidemment, Haliburton n'est pas bon, donc du coup, ça c'est... Et puis surtout, McConnell, Mathurin, je trouve que... Et Shepard, je trouve ça honnête. Non, ça va, tout à fait. Tu vois, genre, je trouve ça va. Moi, ce qui m'a choqué, c'est plus le... Mais ça devrait être à l'avantage. C'est plus le Haliburton, Nembhard, Nesmith. Sur ce match-là, absolument. Ouais. Mais sur l'ensemble, je trouve qu'il devrait y avoir... En fait, quand on démarre la série, toi et moi, on s'aligne sur le fait que le banc d'Indiana doit purger celui des Knicks.
Ce n'est pas le cas sur les 3 derniers matchs. Non, c'est pas le cas et il faut donner du crédit aussi à Thibodeau là-dessus. Ouais, tout à fait. Qui a trouvé des bonnes pièces. Ouais, tout à fait. Qui tout d'un coup nous sort des... Parce que toi et moi, quand on a fait la preview, on pensait pas que Landry Shamet et Dylan Wright, ils allaient jouer tous les matchs. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Mais c'est un vrai ajustement. Moi, si on m'avait dit que Landry Shamet, c'était Cason Wallace, j'aurais peut-être dit autre chose sur le banc d'Enix. Ou alors que Campaign aurait absolument 0 minutes. 0 minutes, bon choix et aussi que Landry Shamet aurait plus de minutes. Donc là-dessus, il y a de la réponse. Je dis pas que le banc a été mauvais, je trouve juste que Indiana, là, s'ils veulent aller en finale NBA, le prochain match, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Quand les Knicks font un bon premier quart-temps parce qu'ils ont des titulaires qui ont été agressifs, parce que le 5 offensif des Knicks, le 5 majeur, il peut démarrer le game 6 là, avec un bête de premier quart-temps et tu te dis, bon, bah, les gars, attention. Mais la clé pour moi de ce qui va amener Indiana en finale, c'est leur profondeur de groupe, c'est le rythme qu'ils ont mis, et donc notamment lorsque le second unit vient et fracasse les autres. Et là, il y a un travail qui doit être fait, notamment sur la transition, où ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été dans du Pacers basketball. Et je crois que demander à Obi Toppin d'improviser comme ça a été sur demi-terrain là, c'est scandaleux. Il y a eu des choix de Obi Toppin qui ont été... Mais moi, je me suis dit, mec, c'est un match éliminatoire pour les Knicks ou c'est un match de mars ? On se concentre. Je trouve vraiment côté Indiana. Et je suis peut-être dur, mais... Là, on parle d'une place en finale NBA, quoi. Vraiment qu'il fasse mieux. Côté Knicks, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu répètes, à quoi t'attendre par rapport à ce qui va se passer ? Donc, tu vas dans une salle qui va être bouillante. Tu sais qu'il y a des gars qui connaissent mieux leur rotation là parce qu'il y a des line-up qui fonctionnent. Donc, on a dit 4 avec certains remplaçants et Brunson qui a fait un très gros match. Mais donc, s'attendre aussi à plus de jeux physiques sur Jalen Brunson qui n'aura peut-être pas les mêmes calls. Qu'est-ce que tu dis si tu es le staff des Knicks ? Il n'a pas eu trop de calls. Enfin, il a eu quelques lancers là, dans ce match, mais il n'a pas non plus beaucoup de points sur lancers. Il a surtout rentré ses tirs. Non, mais c'est important de le noter. Même la stratégie défensive, ils doivent l'appliquer encore en début de match. Essayer de couper le jeu d'Indiana, les ball handlers du ballon, ralentir le rythme de chaque possession offensive des Pacers au maximum. Et obliger les Nesmith, Nembhard à prendre des décisions. Et Miles Turner aussi qui n'a pas l'air chaud. Là, je parle des titulaires. Après, pour les remplaçants, on verra les rotations. Moi, je trouve que vraiment, sur ce match 5, vraiment, le blâme est à jeter aux titulaires. Bien sûr. Qui ne sont pas du tout, et Haliburton en premier, au niveau qui est attendu de leur part en finale de conf. Mais c'est aussi du crédit à donner aux Knicks, parce qu'ils les ont bien fait chier. Ils les ont mis dans les corners. Les mecs n'étaient pas prêts à ça se voit. Donc là, ils vont être plus prêts. Normalement, parce qu'ils vont faire un travail. Rick Carlisle, c'est un bon entraîneur, il a un staff vidéo. Les mecs qui vont prendre Haliburton et faire regarde. Enfin, tu vois, c'est normal. Donc ils vont être plus prêts. Sauf que les Knicks, là, ils ont un pattern de quelque chose qui marche et qui montre qu'il peut marcher à plusieurs reprises, quoi. On se dit, bah oui, Brunson et Kat, ce genre de match offensif, à peu de choses près, ils peuvent en faire. Je veux dire, Brunson, ça fait combien de fois qu'il met 30 points dans ses playoffs ? C'est un record des Knicks, c'est 10 fois, je crois, en playoff. Sérieux ? Ouais. C'est pas... Ah oui, mais non, il a mis plus de 10 fois 30 points, non ? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Plus de 10 fois, et c'est, je crois, un record c'est 30 points, 5 passes, je crois. Ouais, c'est ça, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est carrément un record à l'histoire NBA avec Jordan, Kobe, et des gars comme ça, là, c'est ça, là, et LeBron. Peut-être pas Kobe, d'ailleurs, mais LeBron. Bref, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que Kat a 20-25 points et Brunson a 30 points. Ça se trouve, c'est le cas au match 6. Même si les Pacers défendent bien. C'est combien de shoots, après, voilà, c'est le pourcentage qui va jouer. Et c'est surtout comment tu les fais bosser de l'autre côté du terrain. Parce que là, tu l'as très bien souligné. Tout l'intérêt de la stratégie défensive et des rotations mises en place par Thibodeau, c'est justement d'essayer de cacher au mieux ces deux stars pour pouvoir les reposer et qu'elles soient très efficaces en attaque. Et on sait qu'un Brunson avec des papates reposés, là, ça n'a pas été un match serré. Il n'y a pas eu de vrai money time. 34 minutes, mais même à Indiana, dans un money time serré, si tu arrives et que Brunson, il a les papates bien reposées, je veux bien le voir celui-là, moi. Tu vois, je veux bien voir comment il va se goupiller. Donc, les Knicks, même stratégie à appliquer, même sérieux à mettre en défense, et après, laisser faire le talent en attaque pour peu qu'un Anunoby commence à faire tomber ses tirs dedans. J'allais venir. T'y es, quoi. C'est ça, j'allais venir. Le truc que je vais le plus surveiller là, sur le match 6, c'est que pour le moment, je vais vérifier sur le game... excuse-moi, sur le game 3, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu un vrai Knicks game au shoot à 3.
Ils étaient à combien? 11 sur 32 sur leur victoire. 35%. Bon. 35%. Et hier soir, ils gagnent, ils sont à... Non, hier soir, non. Ils sont à 28%. Non. Comme tu le dis là, faut faire gaffe parce que... Et même les lancers, hein. Ouais, Les lancers, ils en ratent. Hein. Les lancers, ils en ont laissé un peu, mais alors c'est... 68% au lancer, c'est pas ouf. Hein. Ouais, tout à fait. Je vais surveiller de très très près côté Pacers la réussite, évidemment, si ça commence à rentrer en début de match, parce que je pense que Indiana va être plus agressif vers le panier. Là ils ont passé les 3/4 du match à 8 mètres, ce qui était parfait pour Enix. Ils vont agresser à fond. New York ne pourra pas juste rentrer dans le tas, il va falloir rentrer ses shoots à 3 pour permettre après de créer des pénétrations. Et donc, peut-être qu'au meilleur moment, c'est-à-dire Game 6, ce sera le match de la réussite à 3 d'Enix. Qui pour le moment n'a pas eu lieu. Hein. On leur souhaite. Hein, mais... On leur souhaite, mais c'est... Pour le moment, ça n'a pas été trop le cas. Hein, OG Anunoby était à 1 sur 7, 4 et 1 sur 4. C'est vraiment Jalen Brunson qui a rentré ses 3. Même Mikal, 0 sur 3. Tu vois. Ils sont pas... On l'aura peut-être, ce match de réussite à 3. Selon toi, est-ce que Indiana chope son ticket en 6? Tu avais dit Indiana en 6 sur la série? Moi, j'avais dit Indiana en 6 avant la série. Tu restes dessus? Oui. Je pense qu'Indiana peut finir à la maison. Je pense que ce match 5 est très mauvais pour eux parce que ça donne aux Knicks des bonnes grosses clés de ce qu'ils sont en capacité de faire, de comment ils peuvent le faire, de Thibodeau, quelle rotation il peut faire et tout. Mais il y a un bel alignement de beaucoup de choses sur ce match pour les Knicks. Il ne faut pas se faire aveugler. Les Pacers à la maison, ça va être complètement différent. Pour peu que l'entame soit un peu à l'avantage des Pacers, avec le public, le machin, Liberton qui met quelques gros tirs ou quoi, ou Nembhard, on s'en fout, qui, vous voyez, vous connaissez ce genre de match. Je veux bien voir comment les Knicks vont réagir, malgré toute leur capacité tactique montrée au match 5. Donc moi, je dis Pacers en 6. Je dis, voilà, ça se termine dans la nuit de samedi à dimanche à Indiana. Voilà. Ce qui nous donnerait une finale Thunder Pacers tout de suite. Et toi samedi. Et moi, je vais être... Je pense évidemment que Indiana finit le travail à la maison, mais avant la série, j'avais dit Pacers en 7 à New York. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, t'aimes bien le spectacle. J'aime bien le spectacle. Et toi, tu penses qu'un Game 7 à New York, genre les Pacers, ils vont aller le chercher en fait? Ouais, ils sont capables. Ils sont totalement capables. En fait, je pense que... Ce sera un truc de fou, ça. Je pense que d'une manière générale, on est en train de vivre des playoffs complètement zinzin. Ouais. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait un Game 7 qui soit forcé par ces Knicks. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Indiana, en effet, doit vraiment terminer le boulot là ce soir, parce que tu as bien précisé le fait que New York avait trouvé des clés là sur ce Game 5 qu'ils peuvent apposer sur le 6. Pour autant, sur un Game 7, tout peut se passer. Oui, on a eu des Grant Williams games, on a eu des Kelly Olynyk games, on a eu plein de trucs sur les Game 7. C'est l'histoire des matchs les plus random. Je peux même là regarder face caméra et dire, si ça se trouve, Andrew Nembhard a été nul à chier offensivement, et là il te sort un Game 7 à 21 points avec 6 tirs à 3 points. Ça peut se passer comme ça. Donc, je pense que le plus probable, c'est qu'Indiana, normalement, finit le travail samedi. Mais on vit des playoffs 2025 incroyables. Il y en aura 7. D'accord. On retourne au MSG pour un 3-1 lead qui se transforme en 3-3. Et ensuite, Game 7 au Madison Square Garden. Avec une victoire des Pacers. Il faudra être devant celui-là. Il vaudra son pesant. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de tout ça. À la fois, est-ce que les Pacers vont finir le travail? Est-ce que les Knicks ont trouvé le petit élément déclencheur qui va leur permettre d'en forcer 7? Ce serait extraordinaire. Je vous rappelle évidemment qu'on se retrouvera, si vous le souhaitez, ce mardi du côté de l'Arlequin pour l'apéro collector. Foncez sur la billetterie, il reste encore quelques petites places. On vous fait des bisous et on vous retrouve évidemment pour le Game 6 entre ces deux équipes dans la nuit de samedi à dimanche. Bisous. Ciao. Ciao.